Christine, je suis ravie qu'on puisse faire cette interview toutes les deux. Onirigami, c'est ton premier livre. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'appeler ton livre déjà comme cela? Pour être franche, c'est un mot, enfin le titre du livre m'a été donné en rêve. Et le lendemain, je suis allée regarder sur Internet pour savoir que veut dire ce mot. Et je suis tombée sur un concept de jeu qui mélangeait le réel et le virtuel. Enfin, je connaissais pas, mais j'ai dit c'est parfait pour le titre du livre, donc je l'ai gardé. J'ai découvert que tu avais été pilote dans ta vie. J'étais Ouais. instructeur. Ça a été ma première passion. Et j'ai commencé à piloter, j'avais 15 ans. J'ai fait mes petits pas toute seule dans mon coin et je suis passée instructeur et après professionnelle. Et puis après, j'ai continué comme ça. Je me suis dit plus d'une fois en décollant le matin, de me dire j'ai quand même le plus beau bureau du monde, quoi. L'univers aéronautique est un univers très, très ancré. Pour rentrer dans ce milieu, y avoir ma place, déjà un milieu d'hommes. J'étais obligée de cacher toute une part de moi, toute la part sensibilité que j'ai souvent d'ailleurs cachée. Et puis à un moment, j'avais vraiment fait le tour de ce métier. L'instruction ne me convenait plus. En fait, il fallait passer à autre chose, en me disant qu'il y a plein d'autres choses que j'ai envie d'aller explorer et que voilà, j'avais envie de tourner cette page. Ce personnage, Adèle, est-ce qu'on peut en parler justement, Christine? Il est à la fois fort et fragile. Ce personnage, c'est principalement une part de moi, mais je pense que beaucoup de femmes peuvent s'y retrouver. Les blessures, les peurs, les questionnements, on passe quasiment toutes par les mêmes et dans les étapes qu'on peut, à travers l'âge, en fait, passer. T'as aidé en tant que femme à traverser un certain nombre de tes obstacles dans cette vie bien terrestre? Oui, parce que le fait de l'écrire m'a obligée à poser des mots. L'écriture du livre, qui a pris en soi 4 ans, donc c'est pas anodin, m'a fait énormément travailler sur mon propre regard vis-à-vis de moi-même. Ça m'a obligée à avoir une honnêteté sur moi. Et puis il y a des choses, il y a des phrases où on dit ah ça, moi je suis pas comme ça, ça me concerne pas cette partie-là. Puis le jour où on le regarde, on me dit ah si, Quand même. il y a ça aussi, c'est dégueulasse, mais il y a ça. C'est cette honnêteté-là, mais de le regarder en rigolant, en fait, parce que ces pardons, on est les deux, donc elles font partie de nous. Il y a tout l'ensemble à aller regarder pour se comprendre. Le Ouais, vrai choix d'être qui on veut être, c'est d'accepter toutes les parts de soi et aussi les plus dégueulasses. ouais. C'est vrai qu'on aurait tendance dans notre société à ne vouloir montrer que ce qui est lumineux en soi, ce qui est agréable à entendre ou à regarder, et ce qui finalement plaît. Mais il y a une injonction aujourd'hui, en fait, à aller bien. Si tu ne vas Ouais, pas bien, c'est que tu as pas des normal. problèmes que tu n'as pas réglés. Alors que c'est pas ça pour moi. La vie, elle est d'aller regarder aussi toutes ces zones-là et de les traverser parce que tout doit passer. On doit vivre ces émotions-là. Il m'a semblé, et tu m'arrêtes si je me trompe, mais il m'a semblé que c'était un livre qui parlait aussi de karma. Le côté, il y a une cause qui crée un effet, en fait. On crée en permanence un déséquilibre dans quelque chose et il faut ramener cet équilibre. Toute action, toute pensée, toute parole est une énergie. Oui, quand il y a quelque chose qui envahit nos pensées en permanence, c'est comme si on nourrissait une énergie en permanence. Eh bien, à un moment, cette énergie-là devra se vivre. Elle devra être dans la matière. On devra vivre l'expérience. On ne peut pas contrôler nos pensées, on ne peut pas contrôler nos émotions. Le karma montrerait une vision linéaire des vies où elle se commence, elle se termine, il y en a une nouvelle, etc. Et pour moi, tout se joue en même temps, en fait. C'est ça, voilà. C'est cet aspect-là que je voulais que tu nous expliques. Parce que moi, je l'ai perçu comme quelque chose de cyclique en le lisant. Et toi, tu m'expliques que tu le Mhm. perçois comme étant en même temps. Je le ressens plus comme des réalités parallèles, des parts de nous qui sont dans des réalités différentes. Le moi supérieur et l'ensemble de ces parts-là. Et ce qu'on est capable de régler dans une des réalités a des répercussions sur les autres aussi. Et donc les énergies vécues d'un côté peuvent être rééquilibrées dans une autre réalité. Comme un cerveau avec plein de connexions neuronales, nos vies se vivraient à peu près de la même manière, sous forme aussi comme l'ADN d'une spirale. Et les spirales se superposent les unes aux autres, elles s'entrecroisent. Les images qu'on peut me montrer, que je perçois, me semble beaucoup plus complexe que ce que mon cerveau est capable de conceptualiser. C'est Donc, ça. je dis ça en toute humilité et, et avec beaucoup de réserve. Ça n'est que ma vision de la réalité. Je le ressens dans mon expérience. Ça m'a fait un raccord dans mon cerveau avec les rêves.
puisque le personnage de ton livre, Adèle, rêve beaucoup et obtient un certain nombre d'informations lorsqu'elle dort. Moi, pendant que je lisais ton livre, l'image qui m'est venue la plus simplifiée pour essayer de comprendre ce que tu expliquais, c'est, tu sais, ce bloc de post-it. Le bloc de post-it serait ton personnage dans sa globalité, puis il y a des couches qui sont en même temps avec une histoire qui peut se raconter, je dirais, et l'ensemble crée le personnage, mais en fait, on ne sait pas vraiment à quel niveau ça se trouve. À un moment donné, même à la lecture, si tu veux, les frontières deviennent floues et on peut passer d'un monde à l'autre sans vraiment rationaliser ce qu'on est en train de lire, tu vois. Au fur et à mesure de l'expérience d'Adèle, la frontière devient floue, justement. Les visions, les choses apparaissent alors qu'elle est dans sa réalité et on peut un peu se mélanger sur... Il y a un autre film qui a été conçu comme ça, qui est Inception, où à un moment, on ne sait plus où est la réalité. Donc, C'est exactement je ça. pense qu'on peut arriver dans la lecture du livre sur cette vision-là, effectivement, de se dire où est la réalité, mais parce que c'est une vraie question. Où est la réalité? J'en sais rien. J'ai pas de réponse à cette question-là. D'autant que le personnage, dans ses rêves, vit des sensations qui sont tout aussi réelles que celles de sa matière, je dirais, lorsqu'elle se réveille. Et elle a du mal finalement à faire la différence entre, hormis, comme tu le dis, au départ c'est jour et nuit, mais après elle a du mal à faire la différence entre ces différentes dimensions. Où est cette part d'elle en fait qu'elle ressent encore comme si prégnante dans son corps? Dans cette réalité, j'ai déjà entendu des personnes qui vivent ça consciemment. Moi, pas beaucoup. C'est vrai? Oui. Parce que les gens ont probablement peur d'en parler. Ah ben ça c'est très clair puisque j'ai eu très peur d'en parler pendant longtemps et l'image que je voulais donner de moi n'était pas cet aspect-là, c'était ancré, très terrienne, très cartésienne et donc c'est une part de ma vie que j'étais pas prête à assumer, à être bien avec ça. L'écriture du livre est vraiment de matérialiser ça en fait. Moi, le regarder avec un œil différent et puis de l'assumer tout simplement. Le processus d'écriture dont tu parles, justement, tu parles de certains de tes mentors, comme Bernard Werber notamment. Il a entraîné en lui un processus de guérison. Lui, c'était une guérison physique, mais la guérison a plusieurs formes, plusieurs aspects. Ouais. Écrire, c'est thérapeutique, tu me le confirmes? Ah oui, oui, complètement. Et je sais plus, il y avait un auteur que j'ai écouté sur YouTube. Il racontait le processus d'écriture en disant un auteur ne peut jamais être le même entre la première ligne et le mot fin. Mais il lui racontait son expérience qu'il avait écrit une histoire d'amour complètement impossible, qu'il a vécue derrière, en fait. Il prenait conscience que chaque fois qu'il écrivait, qu'il était à la recherche de cet amour-là, c'est comme s'il écrivait une lettre à l'univers, c'est ça que je veux. Il était obligé de penser et à chacun des mots qu'il allait poser parce que ces mots-là étaient une vraie demande. Les mots sont importants, et les mots sont des vibrations comme les sons, comme la musique. Donc bien évidemment, quand on pose des mots, ça a un impact. Tu as une façon d'écrire, je dirais, sensorielle. Et c'est pour ça que ça m'a mis un petit temps, en fait, pour comprendre quelle était l'intention et comment. Et puis, il faut se laisser aller aussi à ce type d'écriture, se laisser embarquer. Certains sont beaucoup plus visuels, d'autres auditifs. Moi, c'est le ressenti qui est important. J'ai participé à des ateliers d'écriture et il y avait un exercice qui était d'écrire quelque chose de factuel et quelque chose de vécu. Une des femmes qui participait, elle me dit « Ok, mais il n'y a rien de factuel, tout est sens ». Je ne pouvais pas en fait avoir ce regard, cette espèce de regard neutre et lisse sur un événement. Je suis obligée d'être dans le ressenti. Mais c'est comme ça que je vis les choses. Donc, je pense que j'ai eu une écriture qui ramène systématiquement au ressenti intérieur des choses et des événements. C'est ça. Mais il faut comprendre que c'est très accessible si on est kinesthésique. Et si on l'est pas, on peut avoir un temps au départ de okay, c'est où qu'elle veut m'emmener là, je ne comprends pas tout. Il y a eu une chronique littéraire qui a été faite par une jeune femme et elle devait pas être kinesthésique et elle a eu cette lecture qui était très, on va pas dire premier degré, mais qui avait cet aspect très factuel. Donc elle prenait les faits. Elle s'est laissée emporter par l'histoire, mais qu'avec cet aspect-là. Et elle n'en avait pas spécialement d'interprétation. Mais la trame de fond, c'est quand même une histoire d'amour dont Adèle prend conscience. Et puis alors, deux autres personnages, donc Hayden qui est celui dont elle est éprise dans plusieurs dimensions, plusieurs vies, plusieurs cycles, j'ignore comment les définir. Puis il y a cet autre personnage dont j'aimerais qu'on parle qui s'appelle Aïkiram. Ça a l'air d'être un partenaire de vie presque. Pour moi, c'est mon guide, c'est celui qui m'accompagne. Je ne sais pas quel nom lui donner en fait, parce que il est là, il est une présence
euh, bienveillante, aimante, qui s'est tapée sur les doigts de temps en temps pour redresser l'arbre qui est en train de se tordre et qui est plein de compassion. Effectivement, il intervient dans le livre comme des mini-interludes pour apporter le degré de compréhension que Adèle a au fur et à mesure de l'histoire et de son expérience. Il appelle le personnage Madouce dans le livre. Ouais, ouais. Et il le redit plusieurs fois. Et donc, je trouve que ça apporte à des moments rugueux de l'histoire ce miel qui apaise. Tu vois, c'est le loukoum de ton histoire, j'ai l'impression. Oui, une émotion peut-être très violente. Et quand on regarde les choses avec son regard à lui, tout est simple. Je dis pas qu'il ne comprend pas, mais il essaye de ramener à cette simplicité en me disant, mais regarde les choses avec mon œil. Tu verras que traverse ces émotions-là, mais te laisse pas embarquer par elles, te laisse pas noyer par elles. Et c'est important d'avoir ce dézoom-là. Moi, c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai appris à faire avec, avec moi-même et de dire d'observer le penseur. D'observer ça permet de mettre juste une pause et de se dire, qu'est-ce qui est en train de se jouer là? Qu'est-ce qui te met dans cet état-là? Et d'essayer de comprendre la cause plutôt que de regarder les faits. Et lui, il va avoir ce dézoom en disant, mais attends, demain, tu auras plus cette émotion-là. Cette émotion, elle est là, traverse-la, accepte-la, comprends-la, et demain, elle n'existe plus. Je me dis, waouh, est-ce qu'on parle de transincarnation? Est-ce qu'on parle de vie parallèle? Est-ce qu'on parle de multidimension? Est-ce qu'on parle de vie antérieure? Le sous-titre de ton livre, c'est quand même La danse d'une vie. La danse d'une vie, parce que là, c'est la vie d'Adèle. Alors, même si elle a accès à d'autres vies, c'est quand même sa danse à elle, dans cette vie-là. La danse est un mouvement qui est fluide, qui est harmonieux. Il y a quelque chose d'esthétique. Et donc, tous les mouvements de la vie qui peuvent sembler chaotiques, en fait, vus dans leur globalité, sont une danse. Et j'aimais cette image-là, en fait. Quand tu danses, tu es acteur de ton mouvement. Il y a quelque chose qui se Oui. passe en toi, il y a une forme de lâcher prise, il y a la volonté de te mettre en mouvement, tu vois, il y a beaucoup de choses en fait. Tu n'es pas en train de te regarder, tu es en train d'agir en fait. Mais en fait, Adèle a quand même aussi le sentiment d'avoir été spectatrice de sa vie pendant toute une partie. Et donc, sans savoir c'était quoi son action, qu'est-ce qu'elle devait faire. Même si elle a plein de doutes, même si elle a plein de peurs, même si toutes les questions n'ont pas de réponse, elle agit, elle pose des petites actions tout au long du livre. Et ce qui fait qu'après, elle sait, je dirais, de se dépasser en disant, Oui. là, je sens qu'il y a une action à faire. Tant pis, quel que soit le coup, il faut la faire. Il y a un moment où je crois que je le dis, en fait, c'est souvent la peur et la direction à prendre. C'est pas s'il n'y a pas de difficulté, parce que tout ne doit pas forcément se faire dans la difficulté, mais s'il n'y a c'est pas le un challenge engagement, en fait. Voilà, c'est le challenge. Il n'y a rien de plus dur dans sa vie que d'aller vers ses peurs, en fait. On peut faire des choses très difficiles, mais on les fait avec un certain détachement. Mais par contre, aller face à une de ces peurs, je pense que c'est le plus gros challenge de nos vies, parce que les peurs nous sont des illusions. Donc d'aller dépasser les peurs les unes après les autres, on en a un bénéfice qui est immense. C'est immense le bien-être qu'on peut avoir de prendre conscience, de se dire oh, mais ça je l'ai dépassé, enfin ça je l'ai fait. L'affronter, la regarder en face, pour moi il y a rien de plus beau, mais il y a rien de plus dur. Ça m'a fait penser à un rythme cardiaque. T'as des hauts et t'as des bas, mais exactement comme le rythme de ton cœur en fait. Il est comme ça, mais il n'est pas sur une ligne, il est sur une pente qui monte. Alors peut-être que les pics sont avec pas la même amplitude. Au bout d'un moment, on arrive quand même à regarder les descentes en les relativisant, même s'il faut les traverser. Mais pour moi, c'est une évolution qui est permanente. L'enjeu dans ce livre, il nous semble quand on le lit qu'il se trouve dans le personnage d'Aiden et dans sa rencontre.
Tu sais, nous les humains, on adore les happy end, on adore ces moments. Oui, ils vont se retrouver, ils vont s'aimer pour la vie, ils auront beaucoup d'enfants et seront heureux à jamais. J'avoue que tout le long du livre, la princesse qui sommeille en moi était en mode, mais à un moment donné, ils vont se rencontrer quand même ou pas? Et après, je me suis dit, est-ce que c'est vraiment l'enjeu du livre de rencontrer cet autre? Au début du livre, l'enjeu, c'est d'aller à la rencontre pour voir qu'est-ce qui se passe. Euh, L'enjeu évolue. Il y a toujours la question qui est là, mais c'est tout le cheminement que cette question l'amène à faire sur elle-même. Je ne veux pas dévoiler l'histoire du livre, mais c'est vrai que est-ce que la finalité est d'aller retrouver cet homme-là? J'en suis pas sûre. Après ça, il y a un moment, je dis c'est la vie qui décide en fait. Et puis c'est une connexion d'âme. On est une âme et on est une âme dans un corps qui a sa personnalité, son vécu. Adèle connaît cette âme, elle connaît pas l'homme. Je dirais qu'il y a un quatrième personnage, moi, dans ton livre, mais qui ne soit pas totalement un personnage, c'est cette lettre, tout le long du livre. Moi, j'ai envie de savoir si cette lettre existe, forcément. Ouais. Oui, elle existe, cette lettre. Elle existe parce qu'il y a un moment, à force de la voir dans d'autres réalités, je me suis dit, il faut l'écrire. Ouais, c'est ça, mais Adèle l'appelle sa bouteille à la mer. Ouais. Un peu comme quelque chose que j'envoie, et puis on verra bien si quelqu'un l'attrape. Alors au début, effectivement, la bouteille à la mer, on hésite beaucoup à l'envoyer parce que ça crée une attente. Et c'est dans l'attente qu'on se crée un enfer. Et il ne faut pas s'empêcher de vivre. Une bouteille à la mer, c'est je lance une action et je l'oublie. Mais après, j'en attends rien. Je l'ai posée. Il y a tellement de paramètres qui peuvent intervenir que ça m'appartient pas en fait. Mais est-ce que c'est pas justement aussi tester la magie de la vie? Est-ce qu'il n'y a pas un peu de ça? La vie est un jeu, la vie est un jeu, donc effectivement, on joue. Oui, je suis curieuse, il y a toujours de la curiosité, mais, euh, mais plus d'attente. Mais plus D'accord, donc tu d'attente. as gardé le côté léger et pas le poids finalement de il Voilà, faut que j'ai une voilà. réponse. Si un jour il y a cette surprise-là, et ben, ce sera merveilleux, mais ou pas d'ailleurs, Ouais, parce que pas d'ailleurs. il y a toujours cette option-là. Mais non, j'en ai pas d'attente. J'ai ma vie à vivre aussi. Tu dirais que c'est un livre et un seul que tu écriras, ou est-ce que c'est quelque chose qui pourrait donner suite à une histoire nouvelle? S'il y a une idée qui germe ou autre chose qui vient, bah, pourquoi pas. Mais pour l'instant, c'est pas encore défini. J'ai été longtemps poussée à écrire ce livre et je me suis dit, bah, je sais pas, j'ai jamais écrit de livre, je sais pas comment on s'y prend pour écrire un livre. Donc j'y suis allée un peu à tâtonnement. J'avoue que j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire et je continue à avoir beaucoup de plaisir à écrire. Et en fait, il y a une bonne partie qui est imaginée également dans le livre. Et cette partie imaginaire m'a beaucoup plu aussi, parce qu'on est libre en fait. Il y a une liberté quand on et donc on écrit la scène puis on se dit ah non je veux pas cet environnement-là et on change la couleur, on change le décor, on change donc oui j'avoue que la partie complètement créative, créer l'histoire, de faire dire au personnage telle ou telle chose, ça j'ai trouvé ça c'est génial ça en fait c'est très drôle à faire. C'est très drôle et donc je me ferme pas à l'idée de me dire si j'ai une idée qui vient ou une autre histoire qui me vient, de me dire eh ben Pourquoi pas? lance-toi quoi, vas-y, ou peut-être sous une autre Bah, forme. ou pas, parce que je crois que tu es aussi sur ce livre-là sur un projet supplémentaire, non? Pour lui donner une autre vibration. Oui, on est sur l'enregistrement pour en faire un livre audio, puisque j'ai commencé par communiquer en lisant des extraits. J'ai eu beaucoup de retours en me disant mais c'est magique de l'écouter en fait. Et eh ben pourquoi pas m'essayer à cet exercice-là. Et on est arrivé à avoir maintenant et le matériel et le logiciel et j'ai un ami musicien qui crée la musique pour accompagner les passages du livre, pour introduire un chapitre et montrer dans quel environnement on est. La, la musique est très importante dans ma vie. Et d'ailleurs, à la fin du livre, je mets la playlist qui m'a accompagnée pendant toute l'écriture du livre. Et pouvoir poser cette musique sur l'audio, je trouve ça trop super. Chaque fois qu'on crée une nouvelle musique, en fait, on est comme des enfants en disant ah, c'est génial! On s'émerveille de notre travail. Je trouve ça super. Ça donne vraiment une autre énergie
au livre. Ça le rend plus vivant encore. Donc, ouais. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à lire. Je l'ai lu assez vite d'ailleurs, malgré le planning qui était Oui, très chargé. vite même, j'ai trouvé. Très, très vite. Où est-ce qu'on peut le trouver justement? Est-ce qu'il est disponible facilement? Alors, il est disponible à la librairie Autrement sur Saint-Denis, qui eux en ont acheté des exemplaires et il y aura une séance de dédicace qui est prévue fin septembre. Donc, j'ai un site internet qui est au cœur des mots.biz, BIZ. Et donc, je le vends en direct et je l'expédie ou je le livre selon, selon l'endroit. Et ensuite, il est disponible en métropole sur toutes les plateformes Amazon, Fnac, Cultura, Décitre, Publishroom. Et puis, il peut être commandé dans n'importe quelle librairie puisqu'il est sur la base d'Illicom. Bon, bah, fantastique. Onirigami, La danse d'une vie par Christine Gou. Allez le lire. Moi, j'ai vraiment été embarquée par l'histoire. J'ai reconnu des parties Merci. de moi. J'ai trouvé que c'était frais, sensible, intelligent et que ça permettait vraiment d'avoir un autre regard sur ce qu'on peut vivre dans notre voyage interne. Merci de l'avoir écrit, Christine, et puis j'espère qu'il portera d'autres personnes qui iront le lire également.